Bonjour à tous, aujourd'hui je vous invite à rencontrer le docteur Jacques Vigne, médecin psychiatre et méditant depuis plus de 45 ans. Jacques vit en Inde depuis 35 ans, il alterne chaque année une année de retraite dans l'Himalaya et une année de tournée internationale pour parler de psychologie spirituelle, de yoga, de religion comparée et de la méditation. Donc aujourd'hui, Jacques va nous parler de méditation à la fois théorique et pratique. Jacques, merci beaucoup. Merci d'être avec nous sur cette chaîne. Je suis content de pouvoir témoigner sur la méditation et de semer quelques graines dans ce sens-là. Merci. Et aujourd'hui, donc, je vais te poser plusieurs questions, notamment pour ceux qui ne connaissent pas du tout la méditation. Donc, je vais commencer par une première question, Jacques. C'est qu'est-ce que la méditation sur le plan théorique? Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors, donc, il y a plusieurs définitions de la méditation que j'aime bien. J'ai passé 25 ans avec un maître spirituel qui était un grand méditant, un médecin français qui vivait en Inde et qui a passé 60 ans en Inde. Et donc, lui reprenait une méditation très ancienne des Upanishads, tourner son regard vers le dedans. Donc, ça veut dire d'emblée que la méditation, il faut être tourné à l'intérieur, mais aussi c'est le regard, c'est pas la parole, c'est pas la description verbale de quelque chose, c'est une prise de conscience directe. Il y a une autre définition de la méditation que j'aime bien aussi, qui vient de la tradition bouddhiste ancienne, c'est méditer, c'est comprendre son esprit, le modeler et le libérer. Alors avec ça, on a les stades, parce que si on comprend son esprit sans agir dessus, sur le modeler, c'est pas très utile. Et si on cherche à modeler son esprit sans le comprendre, on ne sera pas très efficace non plus, et on ne pourra pas le libérer. Et il y a une troisième définition de la méditation qui vient du Japon, d'un maître zen, donc bouddhiste aussi, maître Wangshi. Il dit méditer, c'est faire face, se détendre et trouver son équilibre. C'est finalement une interprétation intelligente et consciente du stress. L'animal, quand il y a un danger, la première chose qu'il a envie de faire, c'est s'enfuir. Et donc là, maître Wangshi dit non, c'est pas bon, il faut faire face. Ensuite, la seconde chose qu'il fait, l'animal, il sort les crocs, les griffes, et il veut se battre. Et là, maître Wangshi dit non, c'est pas bon, il faut se détendre. Et la troisième chose que fait l'animal quand il voit qu'il ne peut rien faire contre un prédateur très puissant, c'est qu'il est paralysé et il fait la mort feinte. Hein, il fait semblant d'être mort. Et là, maître Wangshi reprend ça aussi. Il dit trouver son équilibre, c'est-à-dire on est immobile en méditation, mais à la place que ce soit à cause de la terreur, au contraire, c'est une hyperconscience qui permet de trouver des solutions et de se rééquilibrer. Donc c'est une interprétation, une sublimation de la réaction de stress de base par cette définition de maître Wangshi, donc on peut aussi pratiquer en s'en souvenant pendant longtemps. Ok. Et à partir de cette définition, sur le plan pratique, comment, pour ceux qui ne connaissent encore une fois pas du tout rien sur la méditation, comment concrètement on doit méditer? Est-ce qu'il y a des façons de méditer? Est-ce que la posture, par exemple, notamment dans laquelle on est là, est importante? Est-ce qu'on peut méditer assis, debout, couché? Comment on médite? Quel exercice tu pourrais nous donner si on veut tout simplement commencer à méditer? Bon, déjà distinguer deux types de méditation. Les méditations de concentration sur quelque chose de positif, qu'on appelle aussi méditation d'apaisement, et les méditations d'observation. Hein. Trop souvent, les gens croient que toute la méditation, c'est l'observation. Donc, mais il faut, il y a beaucoup de choses à défaire. Hein. Dans la méditation, il n'y a rien à faire, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses à défaire. C'était mon maître spirituel qui disait ça, Swami Vivekananda. Et donc, c'est important. Alors, sinon, je cite aussi Tenzin Palmo. Hein, on a fait un livre avec Marc de Smet sur elle, et puis une émission donc à la sagesse bouddhiste, et en août là, de 2020. Et donc, Tenzin Palmo, c'est une grande méditante anglaise dans l'Himalaya. Elle a passé 11 ans et demi à méditer dans une grotte, et donc elle connaît son sujet. Et elle dit à qui veut l'entendre, l'essence de la pratique, c'est la non-distraction. Donc cette question de l'esprit focalisé, ce n'est pas juste un exercice préparatoire, c'est l'essence de la pratique. Alors comment focaliser l'esprit?
Il y a déjà, quand on est agité dans le stress, et c'est le cas de beaucoup d'entre nous avec la vie moderne, c'est l'observation du souffle. Hein, j'aime bien comparer l'observation du souffle naturel à une cocotte minute. Quand on soulève le sifflet de la cocotte minute, à ce moment-là, la pression tombe progressivement. Et donc ça, c'est l'effet de l'observation du souffle naturel. Et puis après, au début, c'est apaisant, puis après, ça devient très dynamisant et ça relie avec l'être profond. Hein, nos distractions, notre névrose, ça perturbe le souffle naturel. Et quand on revient au souffle naturel, on revient à son être authentique et on laisse tomber le faux soi comme un serpent qui se dresse, laisse tomber les mues et les vieilles peaux. Donc tu veux dire en fait qu'il faut simplement observer sa respiration pour ceux qui n'y connaissent rien du tout à la méditation. Oui. Il suffirait donc de fermer les yeux, se mettre en posture et simplement observer son inspire, son expire. Alors oui, c'est ça. Alors il y a la question des yeux. Donc au début, c'est certainement bon de fermer les yeux parce qu'on s'intériorise. Mais il y a un moment où ça va de l'autre côté, c'est-à-dire on se met à rêvasser beaucoup. Et donc, quand on voit qu'on rêvasse beaucoup, de nouveau, on ouvre les yeux. Ce n'est pas contradictoire, ça peut être des phases différentes de la méditation. Alors, il y a des gens qui disent que le but en fait de la méditation, expliqué très simplement, c'est d'essayer de ne pas s'accrocher aux idées, simplement de les laisser passer comme on peut regarder un film sur un écran. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, donc, ça, c'est une moitié de la méditation. C'est la méditation d'observation. Donc, on peut en faire dès le début. Voilà, mais au début, dire qu'on ne s'accroche pas aux pensées, c'est un peu se tromper soi-même parce qu'on s'accroche quand même aux pensées. Et donc, il faut être clair. Et donc, c'est bien d'alterner, c'est-à-dire faire des méditations d'apaisement, ce qu'on appelle shamatha dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, c'est le yoga méditatif, c'est beaucoup la concentration, l'absorption dans des choses positives. Et comme ça, on freine le mental. On occupe le mental avec un petit travail régulier, ça fait une sorte d'auto-hypnose et on rentre dans des états de conscience très intéressants qui sont aussi thérapeutiques parce que quand on réussit à être très paisible, et la méditation vise à ça, à ce moment-là, même des souvenirs très négatifs qui reviendront seront dissous dans notre paix et ça, ce sera bénéfique. C'est un peu comme ces méditations de paix, c'est un peu comme un seau d'eau savonneuse. Ensuite, on peut mettre n'importe quel vêtement dedans, il sera nettoyé. Ok, alors justement, je rebondis un peu sur ce que tu disais. En sophrologie, par exemple, on pourrait parler de méditation guidée et en même temps, certaines personnes vont nous dire que justement le fait de guider une méditation, on n'est plus dans la méditation puisqu'on s'accroche à un objet. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Est-ce qu'il y a plusieurs formes de méditation? Oui, il y a plusieurs formes de méditation. Donc, l'idée, c'est que moi-même, j'ai commencé avec un professeur de yoga qui mêlait sophrologie et méditation. Et ça m'a beaucoup aidé. J'ai travaillé 9 ans avec lui pendant mes études de médecine. Et j'arrivais avec la tête pleine de trucs assez matériels et des fois angoissants avec le travail à l'hôpital. Et donc, je pouvais lâcher la pression et grâce aux méditations guidées. Hein, le problème qu'on a, c'est le problème général de l'être humain, mais encore plus maintenant, c'est la dispersion du mental. Et donc la méditation guidée, ça aide bien l'homme. Donc le secret, c'est d'alterner. Hein, on fait un peu de méditation guidée, puis on s'entraîne par soi-même, puis on revient à la méditation guidée. Et si on a pratiqué selon les instructions d'une méditation guidée par soi-même, quand on réécoute au bout d'une semaine ou deux la même méditation guidée, on entendra tout à fait différemment parce qu'on a une nouvelle expérience. Voilà, donc c'est le rapport, mais il faut faire attention aussi à qui guide la méditation. C'est pas juste dire des bonnes paroles, etc. Hein, il y a des choses très subtiles qui passent dans la méditation guidée. Et donc, il faut faire attention quand même, voir un peu l'expérience des gens, puis à quoi ils se rattachent, etc. Et puis faire marcher son intuition aussi. Voilà, c'est pas qu'on consomme des méditations guidées comme on consomme de la musique. C'est pas prudent, hein, parce que c'est quelque chose finalement d'intime et donc il ne faut pas attraper le virus pour être clair. Voilà. Ok. Alors, dans les motivations, pourquoi on médite? Pourquoi c'est quelque chose qui peut nous être
recommandé. Jacques, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Quelles sont les différentes motivations que l'on peut avoir ou que l'on devrait avoir à méditer? Oui, donc quand j'ai commencé la méditation, ben, c'était à la fois pour déstresser, hein, je sentais qu'il y avait une souffrance autour du stress, que j'avais des peurs qui n'étaient pas justes, etc. Et puis il y avait un intérêt mystique, j'étais de formation catholique et pour moi la mystique était importante. Voilà, mais l'intérêt mystique a grandi et même si on commence donc avec une motivation donc de juste de bien-être, c'est déjà pas mal parce qu'on comprendra des choses sur soi, on comprendra qu'on peut se changer à l'intérieur. Et après, donc, il y a la motivation altruiste est très importante et on l'oublie trop souvent. Hein, on pourrait dire, pour être très simple, méditer, c'est comme se laver les dents. Bien sûr, on se lave les dents pour soi, pour éviter d'avoir des caries, mais on se lave les dents pour les autres aussi, pour éviter d'avoir une mauvaise haleine. Et pareil, pour prendre des douches, hein, c'est pour soi et pour les autres. Et donc, la méditation, c'est vraiment ça. Il y a des négativités inévitables tous les jours, c'est comme les petits morceaux de nourriture entre les dents. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les nettoie. Et si on ne les nettoie pas, il ne se passe rien pendant un certain temps, puis après, il y a des problèmes qui viennent. Et le problème, ça peut être de la névrose, de la négativité. Il y a des gens qu'on sent négatifs avant même qu'ils aient ouvert la bouche. En général, on ne se trompe pas quand ils ouvrent la bouche, c'est pour se plaindre ou dire quelque chose de négatif. Donc c'est pour éviter les caries de l'âme. Voilà, oui. Ok. Alors dernière question, ça c'est pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus avancés dans la pratique de la méditation. On dit souvent aussi qu'on est dans une forme de recherche d'éveil. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cet éveil? Est-ce que c'est quelque chose qui est un but ultime à atteindre? Est-ce qu'une fois qu'on l'a atteint, du coup, tout s'arrête et qu'il n'y a plus rien à attendre? Ou est-ce qu'au contraire, on peut vivre dans un état d'éveil et continuer à avoir une vie au quotidien? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Bon, on peut voir ça comme une spirale ascendante. Hein. Il y a des moments où on a envie d'être, et on sent que c'est très utile d'être vraiment dans la méditation, de faire des retraites, de passer plus de temps chaque jour à méditer. Et puis il y a d'autres moments où on sent qu'il faut, même si on continue à méditer tous les jours, tester dans la vie, est-ce que sa méditation est vraiment solide ou pas. Et pour ça, la vie nous envoie des bons tests. Il ne faut pas croire que l'éveil se soit dans le vide. Hein, l'éveil, c'est un espace dans lequel on est très conscient de ce qui remonte et les phénomènes mentaux se dissolvent comme brume au soleil. Je ne dis pas que j'ai atteint l'éveil, mais c'est ce que disent les sages, donc ils sont d'accord là-dessus. Et donc il y a une science de la méditation avec les gens qui sont vraiment expérimentés, qui sont d'accord entre eux. Donc c'est important à propos de science de la méditation. On peut dire qu'il y a 6000 études de scientifiques qui sont parues sur la méditation. Alors c'est pas qu'on voit avec un électroencéphalogramme ce que c'est que l'éveil, mais on a quand même précisé beaucoup de choses et sur ce qui marche pas en méditation. Tout ça maintenant c'est très étudié, je pense que c'est bon. Mais l'éveil c'est au-delà du mental et c'est conscience, bonheur complet. Donc la bonne méditation, la méditation qui va loin, c'est pas simplement être très conscient, c'est être aussi très heureux d'être très conscient. C'est ce que dit le Vedanta et les sagesses de gens qui ont fait beaucoup de méditation. Eh bien, on va s'arrêter sur cette très jolie phrase. Merci Jacques d'avoir participé à cette petite chaîne consacrée au développement personnel. On espère que ces quelques explications vous auront été utiles. Méditez, soyez heureux.